Bien, mes chers collègues, mesdames et messieurs, j'ai voulu réunir les acteurs du réseau de l'enseignement français à l'étranger pour mieux apprécier les conséquences du décret 2022-705 du 26 avril 2022, qui a été modifié ce week-end, sur le recrutement des personnels détachés, leur pouvoir d'achat et plus globalement sur le fonctionnement et le coût de l'enseignement français à l'étranger. Alors en préambule, permettez-moi de dire que cette audition du groupe d'études fait l'objet d'une captation vidéo. C'est la raison pour laquelle nous sommes en direct sur le site web du Sénat et un replay sera à disposition. Je salue l'initiative du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères d'avoir organisé lundi dernier déjà une réunion d'information et d'avoir appuyé notre demande de report de l'application du décret. Je vous remercie, mesdames et messieurs, de vous être rendus disponibles pour cette audition, que ce soit en présentiel, ici au Sénat, ou en visioconférence. Cette audition que nous avons voulu organiser rapidement, de façon réactivée, car il y a urgence. Alors, je rappelle que ce décret prévoit de porter de 11,10% à 27,77% le taux de la cotisation retraite des personnels détachés à l'étranger des 3 fonctions publiques, ce qui représente une augmentation de 150%. Le décret concerne les nouveaux détachements et ceux dont le renouvellement intervient après le 1er mai. Selon les premières estimations, cela pourrait concerner 2800 personnes dans le réseau d'enseignement français à l'étranger, avec le risque que les personnels concernés renoncent à leur projet de détachement, créant ainsi un gigantesque problème de recrutement pour les établissements partenaires directement concernés par la mesure. À titre d'exemple, pour un professeur certifié au 9e échelon ou un professeur des écoles, cela représenterait une surcharge de 500 € par mois, soit environ 6 000 € de plus par an. Autant dire que ce n'est pas supportable. Ce décret aurait été pris en l'application de l'article 271 de la loi de finances pour 2021 par amendement du gouvernement en fin d'examen. Du fait, selon l'exposé des motifs de cet amendement, d'une jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne du 6 octobre 2016. J'ajoute que, aussi surprenant que cela puisse paraître, le décret a été pris en catimini le 26 avril 2022, au lendemain de l'élection présidentielle, avec effet immédiat, sans concertation ni information préalable des 2 ministères les plus concernés, le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Aucune étude d'impact n'a naturellement été établie. Or, l'impact aurait été désastreux pour la rentrée de notre réseau d'enseignement français à l'étranger si son application n'avait pas finalement été reportée par un nouveau décret pris ce week-end dans la précipitation, report prévu au 1er octobre, c'est-à-dire après la rentrée, sous la pression unanime des parlementaires, toutes tendances confondues, et des acteurs du réseau français d'enseignement à l'étranger. Du fait de ce report, certains m'ont demandé d'ajourner cette audition. Je n'ai pas voulu le faire car le problème, à mon sens, reste entier. Certes, la rentrée 2022 est sauvée, mais que se passera-t-il ensuite ? Il convient d'apprécier plus précisément l'impact de ce décret pour notre réseau et plus largement pour les Français expatriés. Car au-delà du réseau d'enseignement français à l'étranger, principalement touché, toutes les fonctions publiques sont concernées. Était-on contraint de prendre une décision aussi radicale, sans concertation et sans délai? Au-delà de la date de prise d'effet, peut-on revoir cette mesure? Quelles mesures peut-on prendre, le cas échéant, pour en atténuer les effets pour les personnels et ne pas compromettre cette voie de recrutement privilégiée qu'est le détachement? Cela signifiera-t-il à terme un surcoût à intégrer dans le budget des établissements et in fine sur les frais d'écolage? D'ores et déjà, notre groupe d'études demande qu'une étude d'impact soit communiquée sans délai, aussi bien à l'Assemblée des Français de l'étranger et à la représentation nationale. Cela nous semble être la moindre des choses. Enfin, nous demandons qu'une concertation soit engagée avec tous les acteurs concernés, sans délai, comme la Constitution le prévoit pour toute mesure d'ordre social. C'est le second préalable. Ensuite, nous verrons quelles pistes il convient de privilégier pour surmonter cette difficulté
après avoir entendu chacune et chacun d'entre vous. Et je renouvelle mes remerciements pour tous ceux qui ont pu se rendre disponibles, comme je le disais en introduction, aussi bien ici, en présentiel au Sénat, qu'à distance. Alors, Monsieur Jean-Paul Négrel, directeur adjoint de l'AEFE, l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, accompagné de Madame Raphaëlle Duterte, que je salue également. Je vous donne la parole, Monsieur Jean-Paul Négrel, pour présenter les enjeux soulevés par ce décret et l'impact prévisible, en particulier pour les établissements partenaires du réseau. Merci de préciser également les pistes envisagées pour limiter l'impact pour les personnels. Je vous remercie. Donc, j'ai branché le micro. Donc, simplement, excusez l'absence d'Olivier Brochet, qui est en mission aujourd'hui à Bruxelles pour l'ouverture des Jeux internationaux de la jeunesse, et donc avec tous les élèves du réseau qui se retrouvent réunis. Donc, concernant ce décret, en fait, vous savez que l'AEFE n'est pas gestionnaire direct de ces établissements partenaires qui sont directement touchés par ce décret, évidemment, donc, puisque ce ne sont pas des personnels employés par l'AEFE. Donc, néanmoins, évidemment, ce que vous avez mentionné dans votre présentation, Monsieur le Sénateur, évidemment, l'impact qu'aurait une mesure de cet ordre-là, avec un montant important qui serait répercuté à la fois sur, comment dire, les revenus des personnes, mais aussi indirectement sur le niveau des droits de scolarité, inévitablement aurait un impact important sur notamment l'équilibre du réseau et aussi sur son développement, puisque ça aurait comme conséquence de rendre moins attractives, évidemment, les inscriptions dans ces établissements. Donc c'est vrai que nous avons mesuré, comment dire, l'impact sur les 2800 personnels, comme vous l'avez indiqué aussi, qui seraient concernés, donc, et avec les conséquences que ça pourrait avoir sur ces établissements en termes financiers. Donc comme je le disais, c'est vrai que l'AEFE ne gère pas ces établissements-là. C'est quand même très important de le rappeler, puisque nous n'avons pas toutes les données que nous sommes en mesure dont nous sommes en mesure de disposer pour les établissements en gestion directe et conventionnée, ne connaissant pas en fait les budgets ni les comptes de gestion de ces établissements. Donc c'est vrai qu'après réflexion, évidemment, l'impact serait plus important dans les établissements qui emploient beaucoup de ces personnels-là, ce qui peut être très différent selon les zones, en fait, où il y a des établissements qui emploient beaucoup de personnel détaché direct et d'autres qui n'en emploient pratiquement pas. Donc c'est vrai qu'il faut avoir ça à l'esprit, l'impact serait complètement différent. On peut avoir une cartographie, même si on n'est pas gestionnaire de ces établissements-là, mais c'est vrai que ça peut avoir un impact très variable selon les établissements. Donc voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui. Alors c'est vrai que pour rappel, simplement, il faut aussi mentionner que l'AEFE, par contre, elle est comment dire, concernée par la part patronale de pension civile de ces personnels, mais ça, c'est quelque chose, je dirais, qui n'est pas très nouveau, puisque c'est une mesure qui avait été mise en place dès 2011, donc avec un impact important, par contre, là, sur notre budget, puisque c'est un montant annuel de l'ordre de 170 millions d'euros tous les ans qui comment dire, permettent de financer cette part patronale avec un rebasage à l'époque 2011 qui était de l'ordre de 120 millions. Donc c'est vrai qu'il y a quand même un différentiel annuel de 50 millions d'euros qui sont supportés par le budget de l'établissement. Donc ça, c'est un élément important à avoir en tête, donc, qui naturellement a des répercussions aussi bien sur l'équilibre du budget que, comment dire, indirectement sur le niveau des droits de scolarité dans les établissements. Mais ce n'est pas une question nouvelle. Néanmoins, elle continue à être très prégnante et très importante pour nous. Donc voilà, à ce stade, ce que l'AEFE peut dire. Naturellement, nous sommes préoccupés par cette mesure, puisque l'AEFE a en charge l'animation, le pilotage de l'ensemble du réseau, et qu'en termes d'équilibre, le développement du réseau ne peut se faire qu'avec l'ensemble des établissements, quel que soit leur statut, et que quelques mesures qui soient prises ici ou là aient un impact sur l'ensemble du dispositif. Voilà à ce stade, moi, ce que je pouvais dire, monsieur le sénateur. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Donc effectivement, nous comprenons la préoccupation exprimée par l'AEFE, le fait qu'effectivement l'AEFE n'est pas directement gestionnaire, mais que l'impact est extrêmement variable d'un établissement à l'autre parmi les établissements partenaires. Et merci également de nous avoir communiqué ce chiffre donc, de 170 millions d'euros pour la part patronale. Merci, monsieur le directeur. Je propose maintenant de donner la parole à la mission laïque française, qui est directement, peut-être même d'ailleurs plus directement impactée. Monsieur Jean-Marc Mériot, qui est le directeur général de la mission laïque française et qui est en visio avec nous. Monsieur Mériot, vous avez la parole.
Merci, monsieur le sénateur. Alors, la mission laïque française est impactée, mais comme tous les autres partenaires, hein, donc voilà, nous sommes tous aujourd'hui confrontés à la même situation. Il est bien évident que la décision qui a été prise de pouvoir publier ce décret a été surprenante, puisque à aucun moment, et vous l'avez rappelé dans vos propos liminaires, que les acteurs n'ont été sollicités ou en tout cas concertés, donc aucune mesure d'anticipation n'a été possible par rapport à ce décret. Et je pense que c'est la raison principale aussi de la grande mobilisation qu'il y a pu avoir autour de ce décret et de sa publication. Bien évidemment, c'est un impact fort, hein, aujourd'hui pour la mission laïque française, puisque sur 2800 personnels, ça concernerait 430 à 440 personnels au sein du réseau de la MLF. On a affiné un peu par rapport à la semaine dernière l'ensemble de nos chiffres. Et donc, bien évidemment, ça a eu un impact aussi très fort. Je tiens à souligner le fort taux de grévistes la semaine dernière, hein, puisqu'il y a eu une mobilisation de l'ensemble des syndicats qui ont été amenés à se mobiliser. Et donc, nous avons eu un fort taux, un taux qui n'avait pas été, en tout cas que la MLF n'avait pas connu depuis très longtemps. Donc, on voit bien évidemment aussi l'impact que ça peut avoir sur les personnels. Donc, une fois qu'on fait ce constat, c'est vrai que pour nous, bien évidemment, si ce décret n'était pas abrogé et continuait à être, en tout cas, reprenait de plus belle à la rentrée, on se retrouverait bien évidemment dans une nécessité d'augmenter les frais d'écolage. Je ne vois pas dans quelle mesure nous aurions la possibilité de pouvoir supporter cette augmentation-là sans une augmentation des frais d'écolage. Pour nous, nous sommes en train d'affiner les chiffres, hein, mais c'est de l'ordre de 3% d'augmentation. Donc, l'impact pourrait avoisiner les 3% d'augmentation des frais d'écolage. Sans oublier non plus, parce que je pense qu'il faut aussi intégrer toutes ces dimensions-là dans le cadre de nos échanges, l'augmentation du point d'indice, hein, puisqu'il est aujourd'hui aussi, en tout cas, la Première ministre a annoncé la semaine dernière une augmentation du point d'indice, donc que nous allons être aussi en devoir de pouvoir intégrer dans la rémunération de nos personnels détachés. Et donc, ça aura là aussi un impact très fort. Donc, c'est l'ensemble de ces mesures qui peuvent avoir un vrai impact sur les frais d'écolage et sur les implications que ça peut avoir en matière d'attractivité de nos établissements. Donc, c'est un enjeu très fort. Au-delà de ça, je pense qu'il faut aussi avoir une réflexion à moyen, voire long terme. Les questions aujourd'hui qui sont posées à travers cette décision d'un décret qui vient impacter directement les enseignants détachés vient aussi interroger, je pense, la question même des principes d'homologation, puisqu'on se retrouve là aussi dans une question qui fait que, comme vous le savez, ces principes d'homologation résident dans un équilibre avec une part de personnel détaché. Et donc, ce type de décision, je pense, est à même de pouvoir venir vraiment interroger durablement les conditions mêmes de l'homologation. Je pense que c'est toutes ces questions-là qu'il faut mesurer dans le cadre de l'étude d'impact que vous souhaitez. Au-delà de la dimension financière, il en va aussi de la question même des conditions du développement de l'enseignement français à l'étranger. Et il me semble, en tout cas, il me semblerait pertinent que cette étude d'impact puisse intégrer aussi toutes ces dimensions. Donc aujourd'hui, nous continuons à demander l'abrogation, hein, de ce décret. On a bien noté qu'il avait été ajourné sous la pression de l'ensemble des partis, mais il est vrai que il nous faut quand même intégrer toute cette dimension-là et aussi dans une vision beaucoup plus large, en intégrant aussi un certain nombre d'autres éléments qui vont venir impacter durablement le modèle économique de nos établissements, sans parler bien évidemment en fonction des zones, et je rejoins
l'analyse aussi de Jean-Paul Négrel sur la question d'une approche par zone. Bien évidemment, les questions ne sont pas les mêmes zone par zone, mais nous avons une question qui est en tout cas, qui commence à devenir universelle, en tout cas une dimension qui commence à devenir universelle, c'est la question de l'inflation, qui aura aussi des impacts très importants sur le modèle économique de nos établissements. Donc tout ça fait que la situation est particulièrement compliquée aujourd'hui. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur Général. Vous nous avez apporté des précisions importantes. Effectivement, le fait que sur les 2800 personnels impactés, 430 à 440 sont des membres des personnels de la mission laïque française, c'est une information tout à fait intéressante pour nous, que cela aurait, sans son abrogation, effectivement, à l'heure où nous nous parlons, il s'agit d'un report, l'abrogation n'est pas actée, et par conséquent, cela entraînerait une augmentation de 3% des frais d'écolage. Donc, merci de nous apporter ces chiffres précis qui, effectivement, se placent dans un contexte plus global, c'est ce que vous avez rappelé, aussi bien le contexte de l'inflation que la question de la part de personnel détaché, qui est une des conditions de l'homologation et qui devra figurer, comme vous l'avez mentionné, dans l'étude d'impact. En tout cas, merci pour tous ces détails. Alors, pour le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, M. Mathieu Perrault, excusé et représenté par M. Jean-François Pacté, directeur adjoint de la Direction Générale Monde, donc vous le représentez. Vous êtes accompagné de Mme Marie Buscaille, qui est en visio avec nous. Nous vous remercions encore d'avoir organisé la semaine dernière une importante réunion d'information sur ce sujet. En quelques mots, le report d'application que vous avez obtenu est une mesure de sursis salutaire, mais ce n'est pas suffisant pour nous rassurer complètement, car les détachements à l'étranger se font la plupart du temps dans une optique de moyen terme. Or, les prochains renouvellements sont fortement hypothéqués pour les années à venir. Avez-vous eu un échange sur le fond avec le ministère de la fonction publique et avec le cabinet de la Première ministre? Les termes du décret sont-ils intangibles? Ou y a-t-il une voie possible pour la concertation et une évolution du contenu, même du décret, au-delà de son application différée? Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Si vous me le permettez, je voudrais prendre 2 minutes pour rappeler l'origine de ce décret et peut-être expliquer comment on en est arrivé à la situation actuelle. C'est en effet un décret qui vise l'ensemble des fonctionnaires détachés à l'international. Et la situation de ces fonctionnaires est qu'ils peuvent opter pour une affiliation volontaire au régime français des fonctionnaires afin de maintenir leur constitution de droit durant leur détachement en complément de leur potentielle affiliation au régime de sécurité sociale du pays dans lequel ils sont détachés. Et ce sont les dispositions de l'article 87 du Code des pensions civiles et militaires que modifiait justement le décret que vous évoquez. Il y avait jusque récemment, cette disposition était assortie jusque récemment d'un écrêtement des droits pour le régime français des fonctionnaires, de façon à ce que la somme de pension qui était acquise au titre du système de retraite local et puis l'assurance volontaire, l'affiliation volontaire au régime français des fonctionnaires ne dépasse pas la pension qui aurait été acquise en restant en France. Et en 2016, un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne a remis en cause cet écrêtement et a conduit le ministère de la Transformation et de la Fonction publique à remettre à plat ce dispositif en permettant que les 2 pensions soient totalement cumulées. C'est une modification qui a été faite dans la loi de finances 2021. Et le décret, pour que chacun comprenne quand même l'origine et sans me substituer au ministère de la Transformation et de la Fonction publique qui est à son origine, je voudrais quand même expliquer ce qui a conduit à l'application de l'utilisation de ce décret. L'objectif était de mettre en cohérence cette ouverture de droit non décrétée, cette possibilité de cumuler les 2 pensions avec le taux de cotisation de l'assurance volontaire.
Et donc, c'est un petit peu l'origine de ce décret. Comme vous le voyez, c'est une origine et c'est un objet qui vise l'ensemble des fonctionnaires, encore une fois, détachés à l'international. Et ça n'est donc pas spécifique au personnel enseignant, mais il y a eu un impact, et il y a un impact sur les personnels enseignants détachés dans des établissements partenaires du réseau homologué, qui, et d'autres collègues et d'autres participants à cette réunion pourront le dire et pourront peut-être le chiffrer d'ailleurs mieux que moi, mais un impact qui est important en réalité en raison de la différence de taux et de l'augmentation assez importante du taux. Et cet impact n'a pas été suffisamment identifié en amont du décret. Et vous l'avez dit, effectivement, le ministère des Affaires étrangères n'avait pas été associé et n'est pas co-signataire de ce décret. Mais voilà, on s'est retrouvé dans cette situation-là. À partir de là, je rejoins les collègues qui l'ont déjà évoqué, cette augmentation significative, encore une fois, du montant de la cotisation, d'une part, peut mettre en difficulté les enseignants qui se trouvent dans cette situation, et d'autre part, constituer un frein au développement du réseau, en ce sens que, évidemment, ça peut constituer un frein pour aller et prendre une position de personnel détaché dans un établissement partenaire, encore une fois, étant donné la différence financière que cela, impose. Dans ces conditions-là, le ministère des Affaires étrangères, effectivement, a été à l'origine en relation avec les autres ministères, le ministère de l'Éducation nationale et puis les autres ministères concernés. Nous avons d'abord mené une réunion de concertation que vous avez évoquée le 23 mai avec l'ensemble des acteurs pour identifier et pour préciser les éléments et l'impact du décret. Et puis, le gouvernement a pris le 25 mai un décret qui modifie et qui reporte l'application du décret du 26 avril de façon à permettre justement une consultation et une concertation qui me paraît, comme à vous et je pense comme aux autres intervenants et aux intervenants précédents, qui me paraît indispensable dans la situation actuelle. Donc, pour le ministère des Affaires étrangères, je crois que les prochaines étapes, c'est une concertation effectivement qui est indispensable pour identifier les moyens et identifier l'option la plus opérationnelle pour, bien entendu, nous conformer à l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne et nous conformer aux droits de l'Union européenne, mais le faire d'une façon qui préserve les dispositions et qui évite d'apposer, si je puis dire, un report de charge sur les enseignants ou sur les établissements et qui les place dans une situation difficile. Donc nous avons eu cette réunion de concertation le 23 mai qui a permis déjà d'évoquer avec l'ensemble des acteurs les retours de terrain et les options que l'on peut envisager. Nous allons mener, nous avons engagé, nous allons mener aussi dans les semaines qui viennent cette concertation interministérielle, encore une fois avec le délai que nous apporte le décret qui a été pris le 25 mai. Et je crois, et je rejoins, et ça a été évoqué par certains des intervenants précédents, qu'en tout état de cause, il est nécessaire et il est utile que nous ayons une concertation peut-être un petit peu plus générale et un petit peu plus de fond, je pense, dans le courant de la rentrée, avec l'ensemble des acteurs de l'enseignement français à l'étranger, sur effectivement cette question des droits à retraite et des taux de cotisation, mais je dirais aussi de façon peut-être un petit peu plus générale sur le financement de l'enseignement français à l'étranger, sur la trajectoire qui a été fixée et sur la façon justement de poursuivre le développement de l'enseignement français à l'étranger, qui est un objectif et qui est une priorité forte pour ce ministère, mais dans des conditions financièrement satisfaisantes et avec la visibilité nécessaire. Donc c'est quelque chose que nous souhaitons pouvoir engager, encore une fois, vraiment en concertation avec l'ensemble des acteurs, mais c'est un dialogue que nous souhaitons pouvoir engager dans les mois qui viennent, et en particulier, je pense, à la rentrée de prochaine. Voilà, quelques mots. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Directeur, d'avoir rappelé qu'effectivement, ça ne concerne pas uniquement
les enseignants, mais l'ensemble des fonctionnaires détachés à l'international. Néanmoins, l'impact est particulièrement important pour les enseignants, que le ministère des Affaires étrangères n'a pas été finalement consulté en amont de cette décision, alors que c'est un ministère qui est massivement impacté par ce décret. Vous avez rappelé la nécessité finalement de gagner du temps à travers ce report. Ce qui est notre préoccupation majeure, c'est surtout de savoir si une abrogation est possible, si elle est envisageable ou si des aménagements sont envisageables. Et ce thème reste pour le moment en suspens. Alors, pour le ministère de l'Éducation nationale, avons-nous en visio mesdames Nathalie Nikitenko et Myriam Grafto? Oui, je vous vois en visio. Très bien. Donc, du côté de l'Éducation nationale, comment appréhendez-vous la mise en œuvre de ce décret, s'il vous plaît? Oui, merci beaucoup. Je crois que M. Pacté, à l'instant, vient de rappeler l'ensemble des dispositifs et de ce qui avait été vu entre nous. Donc, peu de choses à ajouter par rapport à ce qu'a indiqué à l'instant les affaires étrangères, effectivement, sur à la fois le rappel de l'historique et l'origine de ce texte. Simplement pour vous dire que nous sommes en charge des relations internationales et donc à ce titre, ici sur un décret qui concerne plus particulièrement la protection sociale, on n'a pas été directement mais nous, en tant que petite cellule sur l'international, consultés sur ce point, mais là, je parle simplement depuis mon point de vue. Donc, ce que l'on peut indiquer, c'est simplement, mais je crois que ça a été dit au début, que effectivement, nous avons besoin de temps pour travailler sur cet objet. Monsieur Pacté l'a rappelé, que les prochaines étapes visent surtout à faire de la concertation autour de ce sujet, dont je remercie les Affaires étrangères d'avoir conduit la première étape de ce processus. Très bien, mais écoutez, je vous remercie pour avoir pu exprimer ainsi l'opinion du ministère de l'Éducation nationale. Je propose maintenant que nous nous tournions vers la Fédération des associations de parents d'élèves, la FAPE, à travers son président, François Normand, qui est en visio avec nous. Vous représentez les parents du réseau français d'enseignement à l'étranger. Quelles sont vos craintes et vos réactions par rapport au risque d'une augmentation des frais d'écolage qui pourrait découler de cette mesure dans les établissements partenaires? Oui, merci, merci Monsieur le Sénateur. Bonjour à tous et je salue tous les sénatrices et sénateurs qui sont présents avec vous au Sénat et également en visioconférence. Je pense qu'il y a plus de la moitié des sénateurs FDE qui sont ici et donc ça montre l'intérêt qui est porté à l'enseignement français à l'étranger et je m'en réjouis puisque je sais que nous aurons ainsi un support très largement transpartisan. Alors, je me permets d'intervenir à deux titres en tant que représentant de parents d'élèves, donc les gens qui vont payer la note, entre guillemets, mais également en tant que représentant d'organismes gestionnaires parentaux, puisque une bonne partie des établissements partenaires, on n'a pas de chiffre précis, mais je pense que c'est largement plus de la moitié, sont gérés par des comités de gestion parentaux. Donc, on est à double titre touché par cette mesure. Bon, beaucoup de choses ont été dites. Hein. C'est bien évident qu'à partir du moment où les personnels qui sont les employés en contrat de droit local des organismes gestionnaires vont perdre en pouvoir d'achat à partir du moment où ils décideront de maintenir leur droit d'option. Effectivement, Jean-François Pacté l'a rappelé, ce n'est pas une obligation de cotiser à la pension civile, c'est un droit d'option, mais pour lequel beaucoup optent. Ils auront une telle perte de pouvoir d'achat que soit ils décideront de quitter, soit ils ne postuleront pas, soit les établissements devront bien entendu compenser sous forme d'une prime ou autre pour qu'ils puissent continuer à cotiser. Je vous donne une petite équation très, très facile pour
tenter de faire une évaluation de l'impact sur les écolages. Même si ça a été rappelé, c'est très difficile à donner une règle générale parce que ça varie beaucoup suivant le nombre de détachés directs qu'il y a dans les établissements, et ça varie également par rapport au salaire total qu'ont les personnes, c'est-à-dire toutes les primes qui s'ajoutent, toutes les indemnités et autres qui s'ajoutent au traitement indiciaire, puisque le calcul de la pension civile se fait uniquement sur la base du traitement indiciaire. Mais si on prend l'hypothèse à peu près générale que dans un établissement scolaire, les 2/3 du budget sont consacrés à la masse salariale, que si donc on augmente de 15% la masse salariale parce qu'on donne une prime de 15% pour supporter ce surcoût de cotisation aux pensions civiles, ça veut dire qu'on augmente de 10% la masse salariale. Et si on considère qu'on a la moitié des personnels qui sont en détachement direct, ça veut dire que la masse salariale augmente de 5%. Alors, bon, évidemment, à raffiner, hein, et Jean-Marc Mérieux a donné le chiffre de 3%, qui effectivement me semble tout à fait cohérent dans la mesure où il y a sans doute moins de 50% de détachés directs dans ces établissements, et que leur salaire est souvent supérieur au traitement indiciaire. Mais en tout cas, ça donne des ordres de grandeur. Et effectivement, ça nous préoccupe énormément en tant que parents d'élèves qui allons payer les écolages d'avoir un surcoût sans modification du service, si je puis me permettre. Ça sera exactement les mêmes personnels qui feront les mêmes cours, mais pour 3% plus cher, avec toutes les autres problématiques qui s'annoncent d'augmentation des charges dues à l'inflation, d'augmentation des charges dues à l'augmentation du point d'indice, et qui font qu'il y aura plein d'autres éléments qui augmenteront encore les écolages, et avoir 3 à 5% de plus juste par une modification aux cotisations à la pension civile, c'est totalement impensable. Il y aura un véritable problème d'attractivité, je pense, parce que les gens seront préoccupés par cette problématique de pension civile et hésiteront à postuler dans les établissements. Je laisserai les gens qui vont intervenir après moi, qui sont plus spécialistes du sujet, mais qui expliqueront qu'en plus, ce vœu pieux de dire qu'en cotisant avec le nouveau système, les gens pourront bénéficier à la fois d'une retraite de l'État français et d'une retraite de leur pays de résidence, est un beau miroir aux alouettes, hein, que dans beaucoup de cas de figure, ça ne sera pas possible parce qu'ils n'auront pas fait le nombre d'années suffisantes dans leur pays de résidence, ou parce que dans le pays de résidence, moi j'habite au Sénégal, la retraite est complètement pathétique et donc ça représente presque rien, ou parce qu'ils n'auront tout simplement pas pu cotiser les fameux 27,7%, et donc ils n'auront pas droit du tout à la pension civile française. Donc je pense que même si effectivement la loi le permet, dans les faits, ça sera totalement hypothétique. Je salue, et c'était une de nos demandes qu'on avait formulées le 15 avril lors d'une précédente réunion organisée par le secrétaire général du MAE, François Delattre. Je salue donc l'annonce de Jean-François Pactet d'une large concertation qui aura lieu à la rentrée sur des sujets aussi très larges. On est sur la partie émergée de l'iceberg là, avec cette problématique de cotisation de pension civile des détachés directs. Jean-Paul Négrel l'a rappelé, il y a la problématique des pensions civiles aussi pour l'AEFE, et il y a plein d'autres sujets qu'on met sous le tapis depuis de nombreuses années. On a voulu faire un plan de développement de l'enseignement français à l'étranger, mais on s'est interdit de réformer l'enseignement français à l'étranger, et on ne peut plus continuer comme ça. On s'en va, de mon point de vue, vers un échec annoncé de CAP 2030 si on ne se met pas autour d'une table, si on ne décide pas de poser tous les problèmes de fond sur la table et trouver des solutions de façon globale pour véritablement se projeter sur 2030 et non pas rester dans un fonctionnement qui date des années 90. Voilà ce que je voulais dire. Donc, j'insiste énormément sur la nécessité de cette concertation. Je salue cette volonté qu'elle ait véritablement lieu, et je souhaite qu'elle soit la plus large possible, tant au niveau des acteurs qu'au niveau des sujets traités. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Alors, vous partagez l'inquiétude sur l'impact sur les frais d'écolage qui a déjà été exprimé par le directeur général de la mission laïque française, avec
Un calcul qui revient à des chiffres du même ordre de grandeur. Hein. Vous avez parlé de plus 5%, à comparer avec plus 3%. Effectivement, il est pertinent, me semble-t-il, de remettre ceci dans le contexte de l'augmentation du point d'indice et de l'inflation, c'est-à-dire que cela a un effet cumulatif, potentiel en tout cas, sur la hausse des frais de scolarité. Et vous saluez par ailleurs l'initiative lancée par le directeur général adjoint de la Direction générale de la mondialisation d'une plus large consultation au mois de septembre à la rentrée. Merci beaucoup. Je donne maintenant pour la FCPE la parole à Monsieur El Alaoui. Quel est votre sentiment et quelle est la position de votre association sur ce décret, s'il vous plaît? Oui, bonjour, merci Monsieur le Sénateur. J'ai un petit problème de caméra, mais donc je me réjouis de vous rejoindre et surtout de participer à cette réunion. D'abord, merci pour votre réactivité, de lancer les choses rapidement. Notre réaction, on l'a exprimée lors des 2 dernières réunions. D'abord, comme tout le monde, et on tient à le répéter, comme tout le monde, surpris par cette nouvelle façon d'un nouveau dialogue, d'un nouvel ère. Malheureusement, le moment où la concertation devrait être en amont, les intéressés découvrent les choses sur le journal officiel. Et je dis que c'est malheureux d'arriver à cette situation. Deuxième élément, vous le savez, Monsieur le Sénateur, comme tous les autres collègues, que la FCPE est beaucoup plus présente dans les établissements en gestion directe, beaucoup plus que les établissements conventionnés aux partenaires. Et si je prends le décret tel qu'il a été décrit, ce sont beaucoup plus les établissements partenaires qui sont concernés et touchés. Mais dans un esprit de solidarité et dans un esprit de préserver notre réseau, on a exprimé notre soutien avec tous les établissements, quel que soit leur statut et quel que soit leur personnel. Et en conséquence, nous avons aussi exprimé notre position par un communiqué de presse qui utilise les termes que j'ai appréciés dans votre introduction, décret en catimini. Effectivement, c'est un décret en catimini dont les conséquences vont impacter l'ensemble du réseau. Et pour ne pas se répéter, on l'a déjà dit, si l'ensemble du réseau est touché, c'est qu'on revient à l'ancienne formule déjà appliquée depuis des années, à ce que la variable d'ajustement dans ce modèle économique de la tutelle, c'est toujours les parents. Quelle que soit la nature des parents, quel que soit le secteur géographique de parents, notre but, c'est de préserver cet enseignement français à l'étranger. Et pour le préserver, il y a un cumul, si je peux me permettre le mot, d'un certain nombre de dysfonctionnements, de défaillances, et il est temps, comme ça a été répété à plusieurs reprises, que tout le monde, que tous les acteurs, que tous les intéressés se trouvent autour d'une table pour se poser une seule question capitale: quelle politique et quelle stratégie on veut pour cet enseignement français à l'étranger? Quelle image on veut garder de cet enseignement et quel avenir on projette pour cet enseignement? Donc, nous attendons avec joie le mois de septembre, puisque j'entends qu'il va y avoir une concertation beaucoup plus large. J'espère qu'elle sera le plus large possible pour écouter, pour travailler et pour co-construire avec tous les acteurs, rien que pour protéger et préserver notre réseau d'enseignement français et protéger surtout les familles qui ont fait le choix du modèle éducatif français, et c'est ce modèle éducatif français qu'on doit préserver dans un monde de concurrence. Voilà ce que je peux exprimer avec voix forte. D'abord le désarroi de la FCPE, mais l'optimisme sur les concertations qui vont venir. Je vous remercie, Monsieur El Alaoui, d'avoir ainsi exprimé l'opinion de la FCPE, qui est donc, par esprit de solidarité, à réaliser ce communiqué de presse, alors qu'effectivement, comme vous l'avez très justement rappelé, la FCPE est surtout présente dans les établissements en gestion directe, et vous vous réjouissez là encore de cette large consultation qui aura lieu à partir du mois de septembre.
Pour la FSU, M. Bruno Ribard, SNUIPP, et M. Jérôme Nassois pour le SNES, quel est le point de vue des enseignants sur cette mesure qui va avoir un impact très fort, nous le savons, sur leur pouvoir d'achat? Bonjour à toutes et tous. Donc c'est Jérôme Nassois j'interviens pour la FSU, donc SNES FSU et SNUIPP FSU Hors-de-France, organisation syndicale majoritaire dans l'enseignement en France et dans l'enseignement français à l'étranger. Alors les représentants des personnels de la FSU ont été alertés le 12 mai par de nombreux collègues détachés directs à l'étranger, extrêmement inquiets, ayant découvert le décret 2022-705 du 26 avril par voie de presse. Sur la forme, il est scandaleux qu'une mesure aussi brutale qui fait exploser leur taux de cotisation à la pension civile de 11,10 à 27,77% du traitement indiciaire ait été prise par le gouvernement en catimini, sans la moindre concertation, ni même la moindre information aux différents opérateurs de l'enseignement français à l'étranger, alors qu'environ 2800 personnels détachés par le ministère de l'Éducation nationale entrent potentiellement dans le périmètre du décret. Cette mesure touchera de plein fouet les personnels détachés dans le réseau de la mission laïque française, dans les établissements partenaires de l'AEFE, mais également à Monaco. Les effets de cette mesure étant catastrophiques pour les personnels concernés et mettant en danger l'enseignement français à l'étranger dès la rentrée 2022, les syndicats hors de France de la FSU ont immédiatement appelé les personnels à se mobiliser. Notre appel à la grève le 24 mai dans le réseau de la mission laïque française a été très suivi, les taux de grévistes allant jusqu'à 90% ou même 100%, personnel de direction inclus, dans plusieurs établissements au Maroc ou en Espagne, par exemple. Les fortes mobilisations dans le réseau à l'appel de la FSU et peut-être le contexte concomitant des élections législatives ont permis un premier résultat, la publication au journal officiel du 26 mai d'un décret modifiant le décret du 26 avril. Aucun changement sur le fond, mais un simple report de l'entrée en vigueur du nouveau taux de cotisation au 1er octobre 2022 au lieu du 1er mai 2022. Pour les personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger, cela signifie de fait que la mesure ne s'appliquera pas à la rentrée de septembre 2022, mais à la rentrée 2023 pour tout nouveau détachement direct ou tout renouvellement de détachement direct. Si cette mesure est maintenue, les personnels n'auront pas le choix. Soit ils subiront une baisse substantielle de leur pouvoir d'achat, soit ils devront renoncer à cotiser à la pension civile, mais cette disposition s'ajoute à l'effet dissuasif du bornage des détachements instauré par le ministère de l'Éducation nationale en 2019. Même en cotisant 6 ans au maximum dans le système local, ces personnels n'auront de fait pas de droit à pension dans le pays. Soit, enfin, les personnels seront contraints de réintégrer. Quant à ceux susceptibles de venir de France l'an prochain, cette mesure risque fort de les décourager. Ce décret est donc synonyme de précarisation des personnels, mais constitue également une menace pour les établissements. Ils pourraient avoir du mal à recruter ou à conserver leur personnel détaché, ou bien ils devront prendre en charge le surcoût de cette mesure. La mesure ne sera donc pas plus acceptable à la rentrée 2023. C'est pourquoi la FSU appelle à maintenir la pression et à poursuivre les mobilisations. Sur le fond, l'historique du décret 2022-705 qui fait exploser le taux de cotisation à la pension civile est à rechercher dans la loi de finances pour 2021, dont le tout dernier article, l'article 271, a modifié le Code des pensions civiles et militaires de retraite, l'article L87 exactement, en introduisant pour la première fois un taux de cotisation différent de celui des autres fonctionnaires pour les détachés auprès d'organismes implantés à l'étranger, ce que sont les détachés directs auprès des établissements d'enseignement français à l'étranger, partenaires. Auparavant, ce taux était le même pour tous les fonctionnaires. La loi de finances modifiant le Code des pensions civiles annonçait que ce taux pour les détachés à l'étranger serait fixé par décret
Ce décret a mis plus d'1 an à paraître et c'est le décret 2022-705 du 26 avril. Il est pour le moins surprenant que des parlementaires de la majorité s'émeuvent aujourd'hui de ce décret, après avoir voté la loi de finances 2021 et la modification du Code des pensions civiles. Toujours sur le fond, l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 6 octobre 2016, invoqué par le gouvernement, ne concerne pas l'ensemble des détachés à l'étranger, mais spécifiquement les fonctionnaires détachés au sein d'une institution ou d'un organe de l'Union européenne. L'écrêtement de la pension française a été jugé comme illégal et le gouvernement a contourné cette condamnation en augmentant le taux de cotisation pour les détachés directs à l'étranger, tous les détachés directs. De plus, à aucun moment, l'arrêt de justice ne dit qu'il faut augmenter le taux de cotisation. La FSU est donc en désaccord avec la lecture que fait le gouvernement de cette décision de justice de l'UE. La FSU tient enfin à rappeler que la part patronale de la pension civile des personnels détachés directs n'est pas payée en France par les employeurs du droit étranger, alors que l'AEFE, elle, s'en acquitte pour ses personnels détachés, comme l'a rappelé à juste titre M. Négrel, directeur adjoint de l'AEFE, ce qui pèse lourdement sur le budget de l'opérateur public. La FSU dénonce de longue date à la fois cette inégalité et l'insuffisance structurelle de la compensation accordée par l'État à l'opérateur public. En conclusion, cette affaire démontre, si besoin était, que le détachement direct sur contrat local, plébiscité par certains ou certaines, est de fait synonyme d'une précarisation accrue des personnels. La FSU avait d'ailleurs vigoureusement dénoncé la bascule en contrat local des personnels détachés auprès de la mission laïque française il y a une dizaine d'années. La FSU rappelle son attachement au détachement auprès de l'opérateur public AEFE, qui doit rester ou redevenir le modèle. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Nassois. Vous avez rappelé des éléments importants, notamment le fait que, en l'état actuel du droit, la rentrée 2023 sera donc impactée, que cela signifie pour les enseignants soit une baisse de leur pouvoir d'achat, soit la fin de la cotisation pension civile, et que je pense que vous avez rappelé un élément particulièrement important, c'est le fait que dans la plupart des pays, 6 ans de cotisation locale aux retraites n'ouvre pas de droit. Effectivement, dans un grand nombre de pays, c'est le cas. Je crois que c'est un élément tout à fait pertinent. Alors, est-ce que M. Bruno Ribard est avec nous pour la SNUIPP? Je vous remercie, mais M. Nassois a parlé au nom de la FSU, donc je ne prendrai pas la parole pour ma part pour le SNUIPP. Très bien, je vous remercie. Alors, pour l'UNSA, est-ce que M. Serge Faure est parmi nous? Oui, bonjour, je suis là, j'espère que vous m'entendez bien. Nous vous entendons. Oui, donc pour l'UNSA Éducation, on est tout à fait sur la même ligne qui vient d'être décrite par la FSU, hein, c'est-à-dire que je ne vais pas reprendre tous les éléments qui ont été donnés, ils l'ont déjà été, c'est évidemment une mesure d'une rare brutalité pour tous les agents. Hein. Du côté de l'UNSA Éducation, nous syndiquons également pratiquement la totalité des personnels de direction. Et je tiens à rappeler qu'il n'y a pas uniquement que les enseignants qui sont victimes de cette mesure, mais il y a également tous les personnels d'encadrement des établissements. C'est-à-dire que non seulement on pourrait se retrouver dans une situation avec de grandes difficultés pour trouver des enseignants, mais je peux vous l'annoncer aussi, avec de grandes difficultés pour trouver des personnels de direction acceptant d'accepter ces missions dans ces conditions, parce qu'on ne peut pas, effectivement, vous en doutez, faire tripler pratiquement une indemnité de pension civile d'un seul coup sans que ça ait des effets très très néfastes. Donc là-dessus, on est tous d'accord, nous aussi on a protesté très rapidement. Il est vrai que dans l'immense majorité des pays, on ouvre des droits à pension qu'à partir de 10 années, hein, donc c'est généralement ce qui se passe dans la grande majorité des pays, et que donc avec des détachements bornés sur 6 ans, on ne peut pas ouvrir de droits à pension localement. Puis il faut quand même ne pas perdre de vue aussi que dans énormément de pays, les droits à pension sont d'une telle faiblesse que cela ne peut en aucun cas compenser le manque de droits à pension civils.
Donc voilà, tous ces éléments sont importants et ils sont évidemment à replacer, je pense, dans une problématique beaucoup plus générale, parce qu'effectivement, je tiens quand même à rappeler qu'on le sait, on le signale à chaque fois, notre syndicat le signale, que la part employeur des pensions civiles pour l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, c'est plus de 167 millions d'euros par an, et cela crée un déficit structurel de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, et donc il est effectivement urgent de discuter tous ensemble, de tout remettre à place cela et de proposer des solutions qui permettent effectivement d'avoir des enseignants détachés qui puissent dignement travailler, remplir leur mission et également pouvoir bénéficier d'une retraite à des moyens constants et dignes. Donc, nous sommes très, très proches de toutes les positions qui ont été énoncées jusqu'à maintenant. Je vous remercie. Merci Monsieur Faure pour l'INSA Éducation. Effectivement, il était important de rappeler que le personnel d'encadrement est tout aussi impacté et qu'effectivement l'ouverture des droits à pension s'applique dans de nombreux pays à partir de 10 ans de cotisation et que donc les 2 fois 3 ans n'y suffisent pas. Alors pour la FLEC, l'association franco-libanaise pour l'éducation et la culture, nous écoutons maintenant Monsieur Claude Michelet, s'il vous plaît, qui est présent avec nous ici au Sénat. Merci. Merci, Monsieur le Sénateur. Oui, d'abord, remercier du report. Si on n'avait pas reporté cette mesure, c'était toute la rentrée 2022 qui était fragilisée et on en voyait déjà les conséquences, nous, avec des appels nombreux de la part de gens qui étaient en cours de recrutement et qui s'interrogeaient sur leur recrutement. Deuxième point sur lequel je voudrais insister, je ne voudrais pas reprendre tout ce qui a été dit, mais l'importance de la zone. Nous, la FLEC, nous avons 2 zones importantes, le Liban et les Émirats. Pour le Liban, il n'y a pratiquement pas de détachés directs, tout est en recrutement quasiment local, donc l'impact n'est pas... Il y a d'autres impacts à l'heure actuelle au Liban, mais l'impact du décret serait minime. En revanche, pour les Émirats, où nous scolarisons quand même dans 3 établissements près de 4500 élèves, là, l'impact serait très important, puisque les établissements des Émirats sont dans un milieu extrêmement concurrentiel. Il y a une concurrence énorme de la part notamment d'établissements anglo-saxons, et que ce qui fait la réputation des établissements français, en particulier, c'est le fait qu'on puisse dire que l'on a une part importante de titulaires de l'éducation nationale. Or, on a fait nos calculs, nous aussi, un petit peu, et compte tenu de cette part importante de résidents, c'est autour de 5 à 6% du budget des établissements qui serait impacté, et donc de l'ordre de 5 à 6% d'augmentation de frais d'écolage si nous devions répercuter cette hausse sur les frais d'écolage. Avec un point particulier, c'est que nous ne sommes pas maîtres des frais d'écolage aux Émirats. Et ce sont les autorités émiraties qui acceptent ou pas de nous donner l'autorisation tous les ans d'augmenter les frais d'écolage. Et pour le moment, ça fait plusieurs années que nous n'augmentons pas, que nous n'avons pas la possibilité d'augmenter les frais d'écolage. Donc c'est vraiment l'équilibre budgétaire des établissements qui serait en grande difficulté, qui serait vraiment impacté lourdement avec un risque de déséquilibre important. Peut-être terminer en disant que le développement du réseau, nous y réfléchissons à la FLEC, mais le développement du réseau ne pourra se faire et ne peut se faire que si on a un cadre, à moyen terme en tout cas, un cadre à peu près stabilisé, à peu près sécurisé. Et ces modifications brutales qui mettent en cause tout un équilibre budgétaire, on ne peut pas, c'est quelque chose qu'il faut éviter à tout prix si on veut se projeter dans une dimension de développement. Et enfin, montrer que tout, et Jean-Marc Mériot l'a dit, tout est conditionné, l'homologation, ça va avec. Tout cet ensemble est extrêmement fragile. S'il y a une remise à plat, il faut que la totalité des éléments et des paramètres conditionnant l'organisation et le financement des établissements français à l'étranger soient remis à plat en même temps, si on veut garder un cadre à peu près sécurisé. Merci beaucoup, Monsieur Claude Michelet. Vous avez rappelé des éléments extrêmement importants. Effectivement, dans le cadre de CAP 2030, l'objectif de doublement du nombre d'élèves dans le réseau, il faut que les acteurs puissent avoir une vision de ce qui seront les mesures qui vont impacter les plans de financement. Et donc, il y a besoin de stabilité et surtout
de vision. Et ce type de mesure brutale, inattendue, le caractère inattendu, je pense, est majeur, puisqu'il remet en cause des plans sur le long terme. Par ailleurs, vous nous avez apporté un chiffre important, c'est ce chiffre de plus 5 à 6% que cela aurait comme impact possible, après le chiffre de plus 3% qui nous avait été communiqué par la MLF. En tout cas, merci pour toutes ces précisions. Alors, pour Odyssée, M. Jonathan Deral, qui est le vice-président et qui est en visio avec nous, vous avez la parole, monsieur. Je vous remercie, monsieur le sénateur, mesdames et messieurs les sénateurs. Je voudrais vous remercier parce que cette réunion nous permet de constater qu'il y a globalement un consensus sur des points fondamentaux. D'abord, le fait que ce décret et la méthode qui a prévalu pour sa publication et son adoption ont été, disons, regrettables. Et je constate que la mobilisation des élus, la réaction très rapide et très forte du ministère des Affaires étrangères et du ministère de l'Éducation nationale ont permis quand même de donner une bouffée d'oxygène, mais certainement pas une réponse à long terme. Je voudrais également vous partager, si vous voulez, une vision qui est celle d'un groupe français, privé, qui s'est créé il y a quelques années uniquement, qui s'est résolument inscrit dans la vision portée par le président de la République et le ministère des Affaires étrangères pour le développement de l'enseignement français à l'étranger, avec des ambitions fortes de croissance. Je rappelle que la croissance du plan CAP 2030 appelle en théorie, alors le Covid est venu un peu percuter tout ça, mais appelle en théorie une croissance du réseau de l'ordre de 15% par an. Nous n'y sommes pas encore et aujourd'hui, je pense que cet épisode de ce décret sur la pension civile des détachés directs doit nous amener à envisager une concertation globale. Et je remercie M. Pactet pour cette annonce et de cette vision de ce que doit être cette concertation, mais la concertation globale doit prendre en compte non seulement des enjeux très pratiques, et je crois que les différentes interventions ont montré que notre réseau est divers, est confronté à des enjeux extrêmement variés, est confronté à une réalité du moment qui est lourde, et j'insiste, s'il vous plaît, sur le fait de dire qu'aujourd'hui, l'enseignement français à l'étranger représente quelque chose comme 3 à 5% peut-être du marché mondial de l'éducation, que de l'enseignement scolaire international, j'entends, hein, puisque nous sommes confrontés à une concurrence extrêmement forte des écoles anglo-saxonnes partout dans le monde, et que notre engagement à faire rayonner, à développer, à porter les valeurs de l'enseignement français à l'étranger doit aller de pair avec une réalité, qui est qu'aujourd'hui, nous comptons sur les acteurs privés, en singulièrement les écoles partenaires, pour porter l'essentiel de cette croissance. Donc, je pense que cette concertation va devoir être à la fois concrète, portée sur des aspects qui ont lié aux ressources humaines, évidemment, et je tiens à dire qu'en tant qu'employeur d'enseignants, de personnel de tout type, sur 3 continents, notre enjeu à nous est d'offrir des perspectives de carrière aux enseignants. C'est de leur offrir également un cadre individuel et collectif qui est propice à leur développement professionnel et, je dirais, à leur épanouissement. Et je crois qu'on ne fera pas l'économie d'une discussion qui pose aussi la question, par exemple, de la gestion des carrières par le ministère de l'Éducation nationale pour les personnels qui ont une expérience à l'étranger. Et je ne pense pas qu'aux détachés ou aux résidents. Comme vous le savez, les contraintes qui pèsent sur le ministère de l'Éducation nationale en termes de ressources humaines font que de plus en plus de personnels se mettent en disponibilité pour pouvoir répondre à des offres de recrutement des établissements français à l'étranger, puisqu'ils n'obtiennent pas le détachement souhaité. Et par conséquent, je souhaite que notre concertation puisse aborder la question du financement de l'EFE, et par là, on peut le dire, de l'agence, aussi avec un biais qui est celui de
projection dans le futur et d'accompagner les partenaires dans la capacité à porter cette croissance. Vous me permettrez juste une dernière remarque qui a trait à la, comment dirais-je, à la question précise des décrets, du décret et du financement de la pension civile. Je me permets juste de préciser que les établissements partenaires, employeurs de droit privé dans les établissements locaux, conformément au droit local, payent des charges patronales pour la pension civile locale. Donc, je crois que la mise à plat doit être, comment dirais-je, absolument faire, comme on dit, et prendre en compte tous les paramètres, parce que je crois que les distorsions de légère concurrence, voire de grande concurrence, sont légion et nous appellent à une vision un peu pragmatique et en même temps, comment dirais-je, juste des choses. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Vice-président. Effectivement, un des éléments que vous avez rappelé et qui est tout à fait juste, c'est que dans l'objectif de CAP 2030, une grande partie, la majeure partie de la croissance se fait par l'homologation de nouveaux établissements qui sont des établissements partenaires. Et donc, effectivement, la croissance est principalement portée par les établissements partenaires. Vous l'avez très justement rappelé. Alors, avant de donner la parole à mes collègues sénateurs, je tiens donc à rappeler la demande du groupe d'études qui sont une demande double. Premièrement, la demande d'une étude d'impact précise avec une cartographie des personnels détachés directs et l'évolution de leur nombre depuis 2015. Et deuxièmement, cette grande concertation attendue par tous les acteurs, qui est également une demande exprimée donc par le groupe d'études. Alors, je donne maintenant la parole à notre collègue Christophe Frassa, et ensuite j'inviterai effectivement donc l'ensemble, Jean-Yves Lecomte, l'ensemble de nos collègues à pouvoir s'exprimer. Alors, Christophe Frassa. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame, Messieurs, de vous être rendus disponibles et de poursuivre les échanges que nous avons eus. Je crois que c'était la semaine dernière, oui. Moi, je voudrais rebondir sur deux éléments. Un que vous avez souligné, Monsieur Pacté, fort judicieusement, c'est que ça ne touche pas que des enseignants. Et je reviendrai à nouveau sur un sujet qui m'est cher, et vous voyez où je veux en venir, c'est-à-dire la principauté de Monaco. Petite distorsion dans tout le dispositif, puisque nous avons des fonctionnaires détachés de tous les ministères, aussi bien de l'enseignement, des pompiers, des policiers, des magistrats, des personnels soignants, des médecins, des infirmiers. Et donc tous ces fonctionnaires qui sont détachés, et c'est le point sur lequel j'ai voulu réagir, puisque quand vous avez dit « ils ont le choix », c'est qu'à Monaco, ils aimeraient tellement avoir le choix de pouvoir cotiser au régime monégasque beaucoup plus avantageux, c'est que l'accord qui est passé entre les autorités françaises et les autorités monégasques, c'est qu'ils n'ont pas le choix. Ils doivent impérativement cocher la case et souscrire aux cotisations du régime français. Et donc, ils se retrouvent là piégés avec le système d'augmentation tel qu'il est prévu par le décret du 26 avril, désormais modifié, mais uniquement modifié dans le temps par le décret du 25 mai. Et donc ça, c'est un point qui est important et qui a été souligné unanimement par, j'allais dire, tous les corps de fonctionnaires qui sont détachés à Monaco. Et je pense que c'est... Je ne sais pas si c'est un cas aussi important, parce qu'il doit y avoir peut-être le même cas peut-être pour Andorre, autre principauté et autre cas à part, mais le seul cas où vraiment tout est aussi, j'allais dire, imbriqué à ce point-là dans les détachements, c'est la principauté de Monaco, avec des fonctionnaires, j'allais dire, à tous les étages et de tous les corps. Ça, c'est un premier point. Sur la concertation, moi je me réjouis qu'elle puisse avoir lieu. Je crois que c'est Monsieur
Perrault, ou vous qui aviez dit la semaine dernière que quand il y a un point de détail, il vaut mieux qu'ils s'emparent eux-mêmes du dossier. J'ai fait passer le message aux autorités monégasques de s'emparer elles-mêmes du dossier parce que noyé dans la négociation, j'allais dire, le rocher risque à peine d'affleurer le niveau de la négociation. Donc ils sont conscients qu'il y a désormais, j'allais dire, une carte à jouer de leur côté dans la négociation sur ce point-là. J'espère que dans la négociation, et là c'est un message que je souhaite vous faire passer, les ministères pourvoyeurs de détachés soient enfin présents, parce que quand on lit les signatures, à part le ministère de la Santé, pourvoyeur donc de détachés en termes de médecins et d'infirmiers, le ministère des Armées, le ministère des Affaires étrangères, la justice, enfin, et je ne parle pas des policiers aussi, parce que Darmanin est signataire, ça tombe bien, mais les grands pourvoyeurs de détachés sont quand même l'éducation nationale, je l'ai oublié quand même, le plus grand pourvoyeur de détachés, sont un peu, j'allais dire, étrangement absents des signataires de ce décret. Et j'espère que dans la concertation, les ministères qui fournissent quand même les plus grands détachements seront enfin présents dans la négociation. Et j'en reviens surtout sur ce que je disais la dernière fois, c'est que si ce n'est pas une conséquence directe, je trouve que c'est un peu commode cet arrêt de 2016, même si on en discutait en aparté avec mon collègue Jean-Yves Lecomte, tout le monde était d'accord sur l'écrêtement. C'est un peu, j'allais dire, un argument facile de plaider la conséquence de l'arrêté de 2016 pour s'engouffrer dans les décrets, les deux décrets désormais du 26 mai et 25 mai pour justifier de cette modification de l'article 87. Voilà, moi c'était les commentaires que je voulais faire à ce stade. Merci. Merci, chers collègues. Est-ce que vous souhaitez apporter une petite observation au nom de la DGM ? Merci, Monsieur le Président. Très brièvement, pour simplement bien noter, merci de corriger ce que je disais sur le cas particulier de Monaco. Non, c'est pas une correction, c'était juste pour rappeler qu'il y a toujours ce petit rocher qui flotte. Non, tout à fait. Et évidemment, il faut qu'on prenne en compte qu'on ait bien la visibilité sur l'ensemble des situations, justement, et la conservation a pour but, justement, de pouvoir permettre cette prise en compte. Sur l'arrêt de 2016, très franchement, je serais plus à l'aise si le ministère de la Transformation et de la Fonction publique... Oui, non, mais je ne blâme personne présent dans cette salle. Voilà. Mais je prends bien en compte ce que vous dites. Merci. Je vous remercie. Avant de donner la parole à Jean-Yves Lecomte, je tiens également à remercier de sa présence notre collègue Laure Darcos, qui est sénatrice de l'Essonne, parce que vous savez que le groupe d'études en charge des Français de l'étranger au Sénat est un groupe qui a vocation justement à ce que l'ensemble des collègues, et pas simplement les parlementaires des Français de l'étranger, se saisissent des sujets. Donc je remercie Laure Darcos, sénatrice de l'Essonne, d'être parmi nous aujourd'hui. Je donne maintenant la parole à notre collègue Jean-Yves Lecomte. Oui, merci Monsieur le Président et merci pour cette possibilité d'échange sur ce sujet qui est un tout petit peu moins urgent, mais de quelques mois seulement, compte tenu du nouveau décret de la semaine passée. En fait, on avait vu la modification du L87 lors du projet de loi de finances pour 2021. Simplement, ce projet de loi de finances, finalement, il emportait plutôt du bon. Parce qu'en réalité, un certain nombre, et je pense en particulier aux détachés dans le réseau américain, se plaignaient justement de l'écrêtement et avaient noté pour certains d'entre eux l'année dernière que ça n'était plus le cas. Rien directement dans le projet de loi de finances de 2021 n'obligeait à finalement faire quelque chose dont on ne sait pas si d'ailleurs réellement c'est vraiment correct, c'est-à-dire de demander à certains fonctionnaires de payer plus que d'autres leur part de fonctionnaire et pas la part de l'employeur.
hein, parce que là, en fait, le décret fixe un taux, enfin, le décret a choisi de fixer un taux qui est totalement différent de celui qui est payé normalement par tout fonctionnaire, compte tenu du fait que les 74 ou 75% qui restent sont pris en charge indirectement par l'administration d'origine. Donc en réalité, rien dans le projet de loi de finances n'entraînait ça, de la même manière que rien dans la décision de la Cour de justice de l'Union européenne entraînait d'avoir à changer le taux. C'est simplement la manière dont l'administration a souhaité en tirer les conséquences, c'est-à-dire de ne pas réfléchir éventuellement à la manière de faire peser ça sur les employeurs que a été multiplié par quasiment 3 la cotisation qui pourrait être demandée au personnel détaché. La deuxième chose, c'est qu'il ne faudrait pas non plus, dans la réflexion que nous avons aujourd'hui, que nous réduisions, même si c'est très important, l'ampleur des choses à l'enseignement français à l'étranger. Toute la coopération internationale est visée par cela. À chaque fois qu'on envoie des fonctionnaires à l'étranger pour une mission quelconque, ça va aussi être impacté, ou ça va impacter leur rémunération. Donc il faudra que les administrations d'accueil les rémunèrent plus pour prendre en charge cette différence de taux. Donc je crois qu'il ne faudrait pas que la réflexion soit simplement réduite à l'enseignement français à l'étranger. Moi j'ai en tête en particulier tous les jumelages qu'on peut avoir dans le cadre de préparation à l'adhésion à l'Union européenne ou dans le cadre de la coopération internationale. Donc je crois que c'est quelque chose qui est beaucoup plus large que ça et qui devrait mobiliser au-delà de la question de l'enseignement français à l'étranger, l'ensemble du ministère des Affaires étrangères. Alors, le sujet, en fait, maintenant, on parle des détachés directs, je crois qu'à quelque chose malheur est bon. Si on en parle, autant en parler jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'effectivement, cette ressource, qui est pourtant une ressource rare, hein, la ressource humaine à l'éducation nationale, elle est de plus en plus précieuse et de plus en plus rare. Il est quand même dommage que lorsque l'éducation nationale détache vers l'AEFE, finalement l'AEFE assure l'harmonisation de la répartition de la ressource, et que lorsque on est détaché et qu'on va dans les établissements partenaires, il n'y a pas d'harmonisation. Finalement, en fait, c'est au petit bonheur la chance en fonction des capacités, des talents de chaque établissement d'obtenir des détachements. Donc, si on doit parler de ce sujet, on doit parler de ce sujet jusqu'au bout. C'est-à-dire est-ce qu'un jour ou l'autre, oui ou non, il y aura une coordination, un management, finalement, de la répartition de la ressource qui est attribuée à l'enseignement français à l'étranger. C'est peut-être le moment de se poser cette question à partir du moment où on évoque ce sujet, et je crois que ce serait logique qu'on l'aborde. Surtout que, l'enseignement, je réagis un peu à ce que disait M. Deraille, mais enfin bon, l'enseignement en langue anglaise à l'étranger, enfin l'enseignement en langue anglaise, les profs qui viennent d'Angleterre et qui sont dans l'enseignement britannique à l'étranger, ils n'ont pas leur retraite payée par le gouvernement britannique. C'est quand même ce qui se passe aujourd'hui pour tous ceux qui sont titulaires, ce qui représente une subvention cachée quand même de 50 millions d'euros aujourd'hui à peu près. Donc il ne faut pas non plus évacuer cette partie du sujet, si on doit se poser la question, parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit finalement l'employé qui paye parce que l'employeur ne paierait pas. D'ailleurs, quand on entend la mission laïque, finalement, on a bien compris que la mission laïque impacterait cela, enfin, augmenterait les rémunérations et impacterait ça donc logiquement dans ses besoins de recettes. Maintenant, c'est vrai, je me rappelle Samantha Casbonne la dernière fois qui me disait « Mais pourquoi voulez-vous faire payer 2 fois ?» Il y a des cas différents. Il y a des cas différents, et si on doit réfléchir à la manière de traiter, de répondre effectivement à finalement, c'est un besoin de financement d'une dépense nouvelle parce qu'il n'y a plus d'écrêtement. Qui pose aussi la question de savoir qu'il faut aussi se poser la question plus largement, pas simplement du financement de l'absence d'écrêtement, mais finalement du paiement des retraites qui sont aujourd'hui payées par l'État, alors que les personnels sont mis à disposition de structures privées. Je crois qu'il faudrait au minimum déjà faire en sorte que respecter la prévisibilité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas passer de 0 à 1 d'un seul coup, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit très progressif. Si on effectivement met quelque chose de plus à charge des établissements scolaires, c'est-à-dire aussi des frais des familles, pour égaliser finalement avec les établissements de l'AEFE, il faut vraiment que ce soit très progressif. Et deuxièmement, il faut aussi tenir compte de l'existence ou pas de cotisations locales.
Hein. Il y a des pays où il n'y a pas de cotisation locale, c'est-à-dire finalement aujourd'hui c'est tout bénef. Hein. Donc effectivement, c'est pas du tout scandaleux de demander à ce que l'employeur paye une cotisation. Il y a d'autres cas où effectivement c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il y aura une double cotisation, ça coûtera plus à l'employeur. Donc je pense qu'il faut, on doit, pour ce qui est de l'enseignement français à l'étranger et pour les détachés directs, on ne peut pas résoudre le problème avec un taux. Il faut regarder les cas. Regardez ce qui est payé par ailleurs par les établissements, la manière dont effectivement ça se traduit après en retraite, parce qu'effectivement il y a un certain nombre de pays où il faut avoir travaillé plusieurs années pour avoir droit à une retraite. Donc de toute façon, si la personne travaille que 4 ans aux États-Unis, elle n'aura rien. Et donc en fait, on ne peut pas résoudre le problème avec un seul taux. Donc il y a besoin de progressivité. Et besoin d'analyse, malheureusement, ça devrait être un peu compliqué parce qu'il faudra aussi regarder, je pense, les situations, les différentes situations en fonction des entreprises, des comités de gestion qui devront ou pas payer localement une retraite en plus et de l'existence ou pas pour la personne de la réalité de la retraite locale. Sachant qu'un certain nombre payait pas vraiment pour pouvoir cumuler ou pour ne pas avoir de d'écrêtement, mais simplement pour ne pas perdre une retraite à taux plein. Donc finalement, je crois que la concertation devra atterrir sur quelque chose qui ne sera pas simple, qui ne sera pas juste un taux, mais qui devra être vraiment adapté aux différentes situations et aux différents pays. Merci. Merci beaucoup, chers collègues. Est-ce que cela appelle quelques observations? Peut-être Monsieur Pacté ou Monsieur Deraille? Merci, Monsieur le Sénateur. Peu d'observations de ma part. Peut-être l'occasion de souligner ce que vous évoquez. Effectivement, un point que nous avons bien à l'esprit, qui est la nécessité, effectivement, et c'est la raison pour laquelle nous avons besoin d'un petit peu de temps et de concertation, d'arriver à une option juridiquement solide, effectivement, parce que si l'on distinguait des situations, si on appliquait des taux différents ou si on distinguait des situations qui pourraient être considérées comme juridiquement similaires, je pense qu'on fragiliserait les choses et qu'on se mettrait dans une situation dans laquelle on ne souhaite évidemment pas être. Et donc, ça sera un enjeu à la fois par rapport à la situation, par rapport à l'arrêt de la CJCE, mais aussi par rapport à un traitement équitable de situations semblables auquel il faut qu'on soit très attentif. Et c'est la raison, encore une fois, pour laquelle le décret pris le 25 mai nous donne un petit peu de temps et que les échanges que nous avons doivent permettre d'arriver à une solution qui soit opérationnelle, y compris sur le plan juridique et de la solidité juridique. Merci. Merci, Monsieur Pacté. Alors, au nom de Odyssée, peut-être, je vous donne la parole, le vice-président d'Odyssée. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Vous me pardonnerez, je devrais malheureusement après vous quitter à grand regret parce que je dois prendre un avion qui était programmé de longue date. Je dois dire que, à certains égards, je partage l'analyse du sénateur Lecomte. Il y a une énorme disparité des situations juridiques et des situations historiques. Et si on cumule ça avec la disparité des statuts, on se retrouve en fait avec un réseau qui n'a pas beaucoup de lisibilité en termes de gestion des carrières, en termes de prévention des distorsions de concurrence. Et je dois dire que la concertation que nous allons ouvrir avec grand bonheur doit nous permettre de mieux comprendre certains phénomènes. Je ne peux que relayer la demande de François Normand qui sur le chat disait qu'il appelait à avoir un peu plus d'informations sur la répartition de la ressource des détachés entre les partenaires, certes, mais aussi entre les partenaires et les conventionnés ou les EGD. Et je crois que là, si on conjugue ça avec des effets géographiques, on aura des éléments très étonnants et pas forcément en ligne avec les priorités géographiques affichées par le ministère des Affaires étrangères sur le développement de l'enseignement français à l'étranger. Donc, je pense que nous sommes dans une situation où, et je m'en réjouis, il n'y a pas de polémique entre nous parce que
nous ne sommes pas en train d'essayer de trouver celui qui est mieux traité que l'autre ou celui qui devra payer pour les autres. Je ne pense pas que ce soit la question. La question, c'est de porter, de porter un nouveau modèle de gouvernance adapté à la vision de l'AEFE, à la vision du gouvernement et du ministère des Affaires étrangères pour l'enseignement français à l'étranger. Et la ressource humaine, la gestion des carrières, les critères de l'homologation, je reviens exactement sur ce que disaient mes collègues de la mission laïque française et de la FLEC, tout ça doit être mis en cohérence avec un élément derrière, au fond, parce qu'il me semble que c'est le juge de paix dans l'éducation, c'est la qualité du travail que nous réalisons pour les élèves et la satisfaction des familles. Parce que les familles nous mettent en balance avec d'autres types d'écoles à l'étranger, vous le savez bien, et de plus en plus de Français le font ouvertement et résolument, si je puis dire même. Donc, je crois qu'on est à un moment crucial et merci encore d'avoir organisé cette réunion et à votre disposition pour tout travail de fond qui permettra d'arriver à cet objectif. Merci. Merci, Monsieur le Vice-président. Effectivement, ça a été donc maintes fois rappelé, l'énorme disparité au sein du réseau et la demande d'une véritable cartographie dans cette étude d'impact qui a été formulée, je rappelle également, à la fois par de nombreux intervenants aujourd'hui et qui est une demande du groupe d'études ici au Sénat. Je donne maintenant la parole à notre collègue Laure Darcos. Oui, merci Président. Je rebondis un peu sur ce que vient de dire Jonathan Doré, que je salue. Je suis ravie de le retrouver. On s'est connus dans d'autres moments, justement, au ministère de l'Éducation. En fait, je suis de la commission culture et éducation. Et donc, c'était aussi pour apporter un témoignage sur le fait que je voulais d'abord vous remercier, Président, d'avoir organisé en urgence cette table ronde. Et notre commission est très soucieuse, bien évidemment, aussi de ce qui se passe. Donc, je peux, à mon avis, me porter déjà garante à la place du Président Lafont sur le fait qu'on sera, bien évidemment, avec vous pour essayer de remettre à plat, peut-être, ce que vient de dire Jonathan. Une partie, en fait, de la structure même de l'instruction à l'étranger. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à voir. Moi, je voudrais revenir à la genèse de ce décret. Je ne comprends pas, alors qu'on n'a pas réouvert complètement le dossier sur les retraites, pourquoi est-ce que ce décret est arrivé maintenant, alors qu'on aurait pu, d'une certaine manière, là aussi, attendre d'avoir tout ce dossier ouvert, autant sur la fonction publique que sur le privé. Je pose une question peut-être béotienne et naïve, mais je dois dire que j'ai été extrêmement étonnée de voir ça. Donc je ne comprends pas pourquoi est-ce que tout ça n'est pas arrivé dans un... Ça aurait permis d'ailleurs cette concertation plus globale, bien évidemment, en fonction des différents secteurs impactés. Je pense que, pardon, mais effectivement, mes collègues du ministère de la Transformation et de la Fonction publique seraient mieux placés que moi pour vous répondre. Je peux simplement encore une fois, il y a eu cette prise en compte, et on peut en discuter, mais la prise en compte de l'arrêt de la CJCE, de la CJUE dans la loi de finances 2021, et le décret vient mettre en œuvre et vient suivre effectivement assurer cette mise en cohérence en fait entre le taux et puis la nouvelle situation ouverte par la loi de finances. Voilà ma compréhension, et que c'est dans ce timing-là et ce calendrier-là que le décret a été pris. Mais encore une fois, comme vous l'avez vu, le ministère des Affaires étrangères n'est pas signataire ou co-signataire, donc mes collègues seraient mieux placés que moi pour vous répondre. Je suis désolé. Je vous remercie. Alors, parmi nos collègues sénateurs présents en visio, je vous remercie d'ailleurs d'être nombreux à y participer, qui souhaitent intervenir. Samantha Casbonne. Oui, pardon, je n'avais pas entendu parce que j'ai activé mon micro. Une petite voix à parler en même temps que vous, chers collègues. Merci de me donner la parole. Bon, comme vous, hein, je ne vais pas vous cacher qu'aujourd'hui, la seule bonne nouvelle à travers ce décret, c'est qu'enfin, on parle des détachés directs et des établissements partenaires, puisque, comme certains le savent peut-être, j'ai pour ma part été détachée directe pendant des années et je n'ai pas eu le souvenir, en tout cas, d'avoir été soutenue dans le cadre de cette pension civile lorsqu'il fallait déjà la payer, et de manière double, puisque, comme le disait Jonathan Doré et bien d'autres,
nous sommes impactés 2 fois. Et je dis nous, parce que beaucoup de gens encore autour de moi et qui me sont très proches sont détachés directs et qu'ils vivent aussi, quelque part, aussi de plein fouet cette injustice, puisque nous payons la pension civile lorsque nous y souscrivons, évidemment, mais quand on sait ce qu'on y perdrait si on n'y souscrit pas, on comprend pourquoi on y souscrit. Et d'autre part, on paye nos cotisations sociales dans notre bulletin de paye chaque mois alors ce qui n'est plus mon cas puisque je suis en disponibilité évidemment, mais ce qui est le cas, là encore, je dis, de beaucoup de détachés directs. Et qu'à ma connaissance, il n'y a pas de pays qui exonèrent, mais j'attends la liste avec impatience, vraiment, et je le dis sans du tout ironie, mais du sénateur Lecomte, parce que moi, je ne les connais pas, et dans les gros réseaux pourvoyeurs de détachés directs, eh bien, il y a cette double imposition. Donc, je suis ravie qu'aujourd'hui, tout le monde s'intéresse au sujet, et les syndicats qui m'ont indirectement un peu, je veux dire, pris à partie tout à l'heure sur les votes et autres mises à disposition de personnel, eh bien, voilà, s'intéresse aujourd'hui à ce sujet-là. Ça me réconforte et ça réconfortera beaucoup également dans ce réseau, que nous obtenions désormais ce soutien-là. Alors, pour continuer, je tenais également à vous dire que je déplore, comme vous tous, qu'il n'y ait pas eu une concertation. Ce n'est pas faute en ce qui me concerne d'avoir demandé depuis des années qu'enfin nous remettions à plat un certain nombre de points. J'en ai même fait tout un rapport, que certains m'ont peut-être fait l'amabilité de lire, où évidemment que ces problèmes existent depuis des années. Beaucoup savent d'ailleurs, quand on a côtoyé ce réseau, là encore, je fais partie, puisque j'y ai travaillé pendant des années, savent qu'une expression d'ailleurs est assez fréquemment utilisée. Nous sommes en train de scier parfois une branche sur laquelle nous sommes assis lorsque nous sommes dans ce réseau. Et j'en veux pour preuve, puisque évidemment aujourd'hui nous sommes en train de créer un certain nombre de coûts supplémentaires qui se répercutent, comme cela a été dit justement, sur les frais d'écolage. Et ces frais d'écolage aujourd'hui, si nous n'apportons pas une forme de plus-value aussi en matière d'offre de services, les parents se refuseront de continuer à payer ces augmentations et partiront à la concurrence. Il suffit de faire le tour d'un grand nombre d'établissements pour voir déjà que cela est de plus en plus fréquent, malgré le développement qui, voilà, évidemment, lorsqu'on recrute de nouvelles écoles, on se retrouve mécaniquement à avoir plus d'élèves, mais au fond, ce qui est aussi important, c'est de pouvoir garder ceux qui y sont. Donc, augmenter les frais de scolarité, oui, très mauvaise idée, surtout en ces temps-là. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, je sais que ce n'est pas l'objet même du décret auquel nous parlons aujourd'hui, mais personne n'a évoqué les 22 millions du décret qui a été proposé par l'AEFE et qui vont être à terme impactés chaque année dans le réseau pour recruter à peu près 1000 nouveaux personnels, ce qui se faisait avant sans ces 22 millions, évidemment. Donc, ce qui sera aussi des frais et des augmentations pour les parents d'élèves. Donc, je le dis à tout le monde, comme ça on sait de quoi on parle pour l'avenir. Il n'y a pas que les partenaires qui risquent d'être impactés, il y a aussi l'AEFE, puisque cette mesure n'est pas financée, et ça fait partie aussi des raisons pour lesquelles, pour ma part, je me suis exprimée depuis longtemps sur le fait qu'il était temps, enfin, qu'au lieu que d'augmenter les charges en permanence, nous reparlions d'une manière globale de tous les problèmes dont certains ont été évoqués, mais pas tous, évidemment. On n'a pas parlé du GVT et autres, qui sont aussi source d'augmentation sans qu'on y trouve de compensation à part les parents d'élèves. Eh bien, à ce niveau-là. Donc, moi, je suis d'autant plus ravie si c'est un sujet qui fera l'actualité de septembre, mais j'aimerais bien, en tout cas, qu'il y ait une vraie volonté d'avancer ensemble et je dirais que nous fixions ensemble les véritables enjeux de cet enseignement français à l'étranger, sans même parler de développement. Parce que tout à l'heure, j'entendais quelqu'un qui m'interpellait indirectement, en certainement m'associant à ceux qui sont pro-détachement direct, et qui me disait qu'il était temps qu'on redonne au service public ces lettres de noblesse à travers ces personnels détachés. Mais moi, je n'ai jamais été contre, vous savez, être personnel de droit français. Mais que fait-on de plus de la moitié des établissements partenaires? On y fait rentrer des résidents? Je ne crois pas qu'ils le veulent. Donc, ça veut dire qu'on fait quoi avec plus de la moitié des effectifs de ce réseau?
et largement plus de la moitié, quand je dis largement, je pourrais vous parler de chiffres, mais ça va devenir un peu pesant, des personnels de cet enseignement français à l'étranger. Donc aujourd'hui, comme vous, je ne suis vraiment pas ravie, et je le dis, de ce décret, que évidemment, je ne crois pas que nous ayons été suffisamment informés de sa portée, toutes parlementaires que nous sommes, parce que je ne crois pas que qui que ce soit d'ailleurs se soit insurgé avant le temps où il est rendu public. Donc tout ça pour dire que oui, il est important que nous reparlions des sujets qui fâchent et qui devraient au contraire ne plus fâcher si tous ensemble et d'une manière, je le redis, consensuelle, parce qu'il n'y a pas de raison de faire de ce réseau des oppositions alors que nous avons tous une volonté, enfin moi je crois que c'est comme ça en tout cas, que nous nous sommes engagés dans l'éducation. Lorsque nous sommes sincèrement engagés dans l'éducation, eh bien c'est d'offrir à davantage d'enfants, qu'ils soient français de l'étranger ou de pays nationaux dans lesquels nous avons la chance de pouvoir travailler, eh bien un enseignement français et un enseignement français de qualité. Donc moi vous dire que évidemment que je suis dès lors où c'est possible pour davantage de soutien public, mais je suis aussi pour une meilleure répartition de ce soutien public. Parce qu'aujourd'hui, je vous le dis, nous consacrons l'essentiel de nos moyens sur des zones, et nous le savons, qui sont l'Europe et le Maghreb, sans que forcément nous pensions à un redéploiement aussi, dès lors où c'est possible, de moyens vers ces zones où nous pourrions aider des établissements, mais aussi des établissements de l'AEFE. J'entends par là, moi je suis rentrée d'une longue tournée en Amérique latine, il y a un déficit dans ces pays, mais pour nommer que celui-ci, hein, enfin pays avec un S, il y a plusieurs S, pardon, eh bien un déficit de résidents, par exemple, aussi, qui viennent aussi être complétés dans les établissements partenaires par des personnels en détachement direct. Mais je ne vois pas une véritable volonté d'y affecter beaucoup plus de personnel, qu'ils soient résidents, là, pour le coup. Donc, c'est pour ça qu'on compense avec des détachés directs. Donc, bref, pour finir, moi, je voulais dire que si les choses étaient simples, ça se serait. Maintenant, il est, j'ai envie de dire, plutôt, voilà, faisons d'un mal un bien. Et quand je dis d'un mal, c'est qu'effectivement, je confirme, pour avoir été chef d'établissement pendant des années, que j'aurais certainement longuement hésité à prendre un poste si la part sociale de ce détachement, de cette pension civile, pardon, avait impacté mon pouvoir d'achat. Maintenant, et je le redis puisque je sais de quoi je parle, les chefs d'établissement ne sont pas les plus à plaindre, même si ils sont certainement, pour certains le penseront-ils, et à juste titre, à plaindre. Mais ce qui m'importe aujourd'hui, c'est autant les personnes de direction que les enseignants. Et oui, nous risquons de perdre des enseignants de qualité si nous ne trouvons pas de solution. Et oui, pour moi, il est important que ce ne soit pas, mais de la même manière pour l'AEFE, hein, d'ailleurs, je le dis, les parents d'élèves qui en soient les financeurs. Donc, c'est un lourd chantier, un chantier long, un chantier d'une année à minima qui doit s'ouvrir à la rentrée et auquel aujourd'hui nous ne pouvons plus, en tout cas, résister puisqu'il s'impose à nous. Il s'impose à nous, sinon, évidemment, ce n'est même pas le projet de développement qui sera remis en question. Et d'ailleurs, je pense que des signaux importants, nous devons tous les porter à nos niveaux, aussi à l'exécutif. Ce sera même l'existant même de l'enseignement français à l'étranger tel qu'il est aujourd'hui devant nous. Voilà. Donc, moi, j'en ai terminé. Donc, ne tombons pas dans les caricatures de dire qu'il y a d'un côté ceux qui auraient voté, ceux qui auraient... et puis les autres qui, d'un coup, deviendraient ceux qui défendent. Non, moi, je suis désolée, je le redis, j'ai toujours défendu les contrats locaux, les détachés directs, et que, oui, évidemment, je suis contre ce décret, je le dis, je l'assume, je le continuerai à le dire, mais si les choses étaient simples, je le redis aussi, parce qu'on a parlé, pardon, et je termine là-dessus, parce que c'est un mot qui m'a un peu déplu de la part du sénateur, le compte de subventions cachées. Mais de quoi parle-t-on? Subventions cachées lorsqu'on paye 2 fois les charges patronales?
On devrait payer 2 fois lorsqu'on est employeur d'établissements partenaires, alors que certes, il n'y a peut-être pas de subvention cachée à l'AEFE, mais elle est quand même de plus de 400 millions d'euros. Et pourquoi je dis ça? C'est absolument pas pour opposer. Moi, je préférerais, encore une fois, qu'on avance ensemble et qu'on comprenne les enjeux des uns et l'utilité aussi des autres, mais pas qu'on s'oppose. Donc non, les subventions cachées, ça sous-entend beaucoup de choses. C'est dommage d'utiliser ce genre de vocable parce que ça n'a pas lieu d'être lorsqu'on veut avancer ensemble. Voilà, merci Monsieur le Président, je cède la parole. Merci beaucoup à Samantha Cazebonne, chers collègues. Est-ce que M. Jean-François Pacté, vous souhaitez intervenir? Très brièvement, Monsieur le Président, merci pour ces remarques. Simplement peut-être deux points. Un point pour exprimer la vigilance du ministère des Affaires étrangères sur les enjeux de frais d'écolage qui ont été évoqués, de même que sur les enjeux de pouvoir d'achat pour les enseignants, qui sont 2 enjeux pour nous absolument prioritaires. Alors, je ne peux pas anticiper sur les résultats de la concertation interministérielle et concernant ce décret, mais je voudrais simplement dire que ce sont 2 enjeux qui sont bien pour nous tout à fait centraux dans, encore une fois, la solution opérationnelle à laquelle on doit arriver, et vous pouvez compter sur notre engagement à cet égard. Et deuxième point, très brièvement, vous avez évoqué la question Madame Cazebonne a évoqué la question de l'AEFE et en réalité de la réforme du statut des résidents. Je voudrais, bien sûr, c'est quelque chose que je pense tous les acteurs de cette réunion connaissent bien et avec lequel ils sont familiers. Je voudrais simplement souligner que si les deux, effectivement, sont 2 sujets très importants et prioritaires pour nous en même temps, ils concernent des populations distinctes et ces 2 sujets vraiment totalement distincts. Et je ne voudrais pas, les 2 sont extrêmement importants, mais je voudrais bien souligner la séparation entre les 2, même s'ils ont lieu effectivement et que nous devons les résoudre dans le même temps. Voilà, ce sont 2 sujets bien distincts. Merci à vous. Merci, Monsieur le Directeur. Notre collègue Olivier Cadic a demandé la parole. Tu as la parole, cher collègue Olivier. Merci, Monsieur le Président, cher Ronan. Et puis merci pour effectivement avoir organisé cette réunion. Oui, ce qui interroge vraiment, c'est la technique de la prise de décision au niveau de l'État, sans discussion, information préalable. Et c'est ce qui justifie d'ailleurs qu'on ait ces réunions, qu'elles aient été prises très vite, parce que si on n'a pas pu parler avant, il faut donc en parler juste après. Et on voit que ça a eu un impact direct, puisque ça a suspendu la mesure. Donc, d'après ce que j'entends, on parle de 2800 personnes concernées. Je crois qu'il faudrait être très clair sur le pourcentage des enseignants qui sont impactés. Qu'on ait une vraie mesure aujourd'hui de la conséquence. Je veux remercier la MLF qui a été précise sur ces chiffres et je pense que l'AEFE devrait effectivement, mais on peut comprendre que pour l'AEFE ce soit plus difficile, mais on aimerait avoir vraiment des données aussi précises venant de l'AEFE pour pouvoir avoir cette évaluation de l'impact. Alors, Samantha Cazebonne, notre collègue, pose cette question des détachés directs de longue date. Et de longue date, elle a souhaité qu'on puisse tout remettre à plat. Et je veux vraiment, et je la soutiens, elle le sait depuis le début dans cette démarche, parce qu'on ne peut pas traiter les choses de façon parcellaire. Et c'est pour ça que je me réjouis, comme d'autres, qu'on décide en septembre d'aborder de façon plus générale, mais le financement de l'enseignement français à l'étranger dans son ensemble. Et si on le fait correctement, alors forcément, il faudra remettre à plat cette question pour pouvoir le faire de façon transparente. Moi, je suis bien placé, justement, puisque je préside l'ANEF maintenant, pour appréhender aussi les attentes en matière de financement de besoins immobiliers. Là aussi, c'est une des parties dont on devra discuter si on veut financer correctement le développement du réseau, parce que on ne l'oublie pas, le président de la République a fixé un objectif de développement de notre réseau d'ici à 2030. Et pour pouvoir l'atteindre, eh bien, il faut mettre la mesure dont on parle en perspective avec l'ensemble des besoins. Ça a été rappelé, je crois, par Jonathan Deray, que pour pouvoir croître
et atteindre l'objectif fixé par le président de la République, il faudrait avoir une croissance de 15% par an. Or, on est toujours à une croissance de 2% à peu près par an, qui était déjà le taux de croissance que l'on avait avant que le président de la République soit élu. Donc, il n'y a pas eu du tout d'évolution en termes arithmétiques sur les 5 dernières années. Il y aura toujours des explications pour ça, mais la réalité, elle est là. Et que, donc, pour atteindre l'objectif, ça veut bien dire qu'il va falloir remettre en cause un petit peu notre fonctionnement, parce qu'on n'a jamais pu faire cette remise à plat, justement, de notre système pour pouvoir atteindre cet objectif. La concurrence des anglo-saxons, elle a été rappelée. Moi, je reviens d'Afrique. Là, j'étais récemment en Afrique du Sud. Et des anglo-saxons, le système local sud-africain, par exemple, offre des alternatives. Et on a besoin, effectivement, de faire des propositions pour pouvoir poursuivre ce développement, parce qu'il y a quand même une chose qui apparaît quand on parle de la concurrence anglo-saxonne, c'est que l'enseignement français a aussi des points forts à offrir pour être une alternative à cet enseignement anglo-saxon. Donc, c'est ce qui me rend quand même confiant dans notre capacité à développer le réseau, si on sait se remettre en cause dans la façon de l'organiser. Ça a été excellemment dit par Jonathan Deray, il faut offrir un plan de carrière aux enseignants. Ces mesures comme ça qui arrivent de façon abrupte interrogent, et ça interroge justement sur le plan de carrière, et ça on doit le prendre en compte. Si tous les enseignants du réseau devaient être détachés, eh ben on comprend bien que notre réseau serait drastiquement diminué. Donc ça prouve bien que la ressource en personnel détaché doit être mieux partagée entre les acteurs du réseau, parce que c'est une ressource précieuse. D'ailleurs, c'est ce qui fonde jusqu'à présent l'homologation des établissements. Donc, moi, je suis ravi que le financement de l'enseignement français à l'étranger puisse être abordé dans son ensemble à la rentrée de septembre. Sinon, comme l'a très justement dit François Normand, c'est simplement l'objectif 2030 qui ne sera pas atteint. Je vous remercie. Merci à Olivier Cadic, qui effectivement est intervenu aussi, non seulement comme sénateur, mais également comme président de l'ANEF. Alors, est-ce qu'il y a une demande de parole d'Hélène Conway-Mouret? Non, je n'ai pas levé la main, Ronan. Ah, pardon. Enfin, je ne sais pas si vous m'entendez d'ailleurs, parce que j'ai un problème avec mes... Ah oui, pardon. Alors, c'est simplement que... Mais moi, j'ai levé la main, Ronan. Alors, simplement, c'est vrai qu'on n'a pas pu lire. Voilà, on n'a pas pu lire le. Voilà, on n'a pas pu lire sur le chat. Donc, c'est la raison pour laquelle je te donne la parole. Ah, pardon. Ah oui, parce que je me suis exprimée en effet sur le chat, Ronan, simplement pour dire que j'avais quand même un sujet d'inquiétude quand on n'abroge pas un texte et qu'on le suspend, c'est qu'on va le réviser, mais généralement, on en garde l'essentiel. Et que donc, moi, je suis vraiment très déçue, comme ce qui a été exprimé d'ailleurs par toutes et par tous, de la façon dont finalement on sort un texte, et ce n'est pas le premier, et puis ensuite on nous demande de rectifier finalement les dégâts qui sont constatés et qui n'avaient pas été envisagés à son écriture. Donc je pense qu'il faut absolument, dans les années qui viennent, changer ce mode de fonctionnement qui est absolument insupportable, mais également qui, là, pour le coup, va avoir des conséquences désastreuses, je pense, sur le recrutement et sur la présence de Français qui auraient peut-être envisagé une expérience internationale et qui vont passer à autre chose. Et sur le terrain, on voit déjà qu'il y a énormément de problèmes de recrutement parce qu'on mise beaucoup, bien sûr, sur les recrutés locaux, mais ils ne sont pas tous, dans tous les pays, prédisposés ou formés suffisamment pour entrer dans nos établissements scolaires et assumer d'autres fonctions. Donc, je pense qu'on s'achemine véritablement dans les années qui viennent vers un gros blocage, avec bien sûr l'impact que cela aura sur la qualité de l'enseignement. Et puis enfin, c'est une réunion que nous avions eue il y a 4 ans,
au ministère. Je crois que tous les parlementaires étaient rassemblés et je me souviens que j'avais émis à ce moment-là, et là ça va dans le sens de ce que propose Samantha, moi je suis tout à fait d'accord avec ça. Enfin, il faut que nous prenions le temps, et c'est vrai que c'est un petit peu compliqué au vu des agendas des uns et des autres, mais que nous prenions le temps un jour de faire ces assises qui avaient eu lieu en 2012, que j'avais convoquées et qui avaient débouché sur un grand nombre de propositions qui avaient permis de consolider le réseau, qui allaient dans le bon sens. Et je pense qu'on a besoin de rassembler tous les acteurs à nouveau. Pas simplement les parlementaires, bien sûr, qui doivent être présents, mais comme nous l'avions fait, toutes les associations, les entreprises, enfin tous les acteurs qui ont un intérêt direct à ce que nos établissements scolaires conservent à la fois leur expérience pédagogique, que les personnels y soient traités correctement pour pouvoir être recrutés et pouvoir exercer leur profession convenablement, et puis consolider cela. Alors après, être en concurrence avec les uns et les autres, je crois que ça vient après, mais on peut être en concurrence de toute façon quand on est bon. Donc voilà ce que j'avais écrit, Ronan. Merci beaucoup Hélène d'avoir effectivement rappelé que report ne signifie pas abrogation, et c'est la raison pour laquelle nous sommes réunis aujourd'hui, le report n'ayant pas entraîné l'annulation de cette réunion, puisque en l'absence d'une abrogation, le débat reste totalement ouvert. Alors, notre collègue Mélanie Vogel... Ronan, merci Ronan d'avoir pris l'initiative, j'aurais dû commencer par cela, vraiment de cette réunion, ça va vraiment dans le sens de ce que nous souhaitons. Merci beaucoup Hélène. Alors, Mélanie Vogel, notre collègue, a demandé la parole. Oui, bonjour tout le monde. Merci Ronan. Et mes excuses de ne pas avoir ma caméra et d'avoir apparu, disparu de façon régulière dans cette réunion. J'ai une connexion très mauvaise, les aléas des réunions en ligne. Mes excuses. Je vais essayer je vais pas être longue parce que beaucoup de choses ont été dites sur les problèmes que pose ce décret, tant sur la méthode, sur la forme et sur le fond. Juste pour appuyer certains collègues qui l'ont déjà dit, mais effectivement les remontées du terrain qu'on a ici et là sont très inquiétantes, puisque les personnels bien sûr, mais aussi les parents s'inquiètent beaucoup des impacts à la fois des impacts qu'enchaîne ce changement pour avoir sur l'augmentation des frais de scolarité, mais aussi de façon plus large sur la réforme, sur la présence des titulaires pour faire face à une réforme du lycée qui, je crois, bien sûr on ne sait pas l'avenir avec le nouveau gouvernement, etc., mais en tout cas celle de Blanquer est très complexe, très ambitieuse et va demander beaucoup de mobilisation. De façon générale, je pense que, voilà, on le sait, le réseau scolaire français à l'étranger est déjà dans une situation très, très fragile et puisqu'on a un mouvement d'inflation important dont on ne sait pas jusqu'où il ira, et un problème de pouvoir d'achat évidemment qui ne touche pas que les enseignants à l'étranger mais qui les touche en particulier. Je crois qu'on ne peut pas se permettre dans ce contexte, avec cette rentrée, avec des réformes lourdes à venir, un nouveau mouvement social et qui a touché, on l'a vu ici, hein, pas que les enseignants, mais aussi les personnels d'encadrement et de direction qui ont beaucoup participé à ce mouvement. Et donc la seule chose que je voulais dire en dehors de tout ce qui a été dit sur le décret lui-même, c'est que je pense de façon générale, dans les mois qui viennent, la réflexion elle doit se porter aussi et surtout sur l'attractivité du statut de détaché de façon générale. On sait par exemple la question du bornage qui empêche les enseignants de rester plus de 6 ans sur place fait partie des sujets et donc je nous invite collectivement à réfléchir de façon générale à la revalorisation de ce statut pour qu'il soit plus attractif. Ça fait partie des conditions qui feront que le réseau fonctionnera mieux. Et donc, voilà, vous l'avez dit, le décret n'a pas été abrogé, il est reporté. Et je pense qu'on ne peut pas se satisfaire de simplement décaler le problème d'un an. Mais il faut avoir une réflexion globale sur le statut détaché en général et sur la manière dont on finance le réseau et des multiples conséquences que cela a, à la fois pour les personnes qui y travaillent, mais évidemment pour les familles qui y participent aussi. Je vous remercie.
Et merci Ronan pour avoir organisé la réunion, bien sûr. Merci beaucoup, Mélanie. Alors, est-ce qu'il y a parmi nos collègues sénatrices et sénateurs d'autres souhaits d'intervention? Je n'en vois pas. Au titre de l'Assemblée des Français de l'étranger, François Rall-Andréoli est membre du conseil d'administration de l'AEFE en tant que représentant de l'Assemblée des Français de l'étranger. J'ai vu qu'il y avait eu une intervention sur le chat. Est-ce que vous souhaitez intervenir? Bonjour Monsieur Lebleu, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on vous entend parfaitement. Oui, je ne vais pas répéter ce qui a été dit, je partage beaucoup des points de vue et j'écrivais justement que j'étais sensible à l'intervention de Madame Casbonne qui disait que justement il fallait une réflexion globale mais ne pas opposer les deux systèmes, le réseau AEFE et ce déploiement donc, de nouveaux établissements partenaires. Et je rappelais que lors du dernier conseil d'administration de l'AEFE, j'avais souligné la fragilité, la précarité du statut de détaché administratif. C'est une réflexion plus globale sur ce statut qu'il faut avoir, en particulier quand on voit que souvent ils sont, pour ceux qui ne sont pas concernés par le bornage est un problème pour eux, car finalement on ne peut pas s'installer définitivement dans le pays. On a vu les problèmes aussi d'accès aux droits sociaux des pays d'accueil avec un passage court, et notamment du point de vue des pensions. Et donc, c'est la réflexion sur l'attractivité en fait, que l'on peut offrir à des enseignants titulaires qui, comme l'a très bien dit Mélanie Vogel, on doit prendre en main l'enseignement d'un système qui est exigeant, le système français, en particulier le lycée, avec cette réforme du bac qui demande la présence de titulaires. Donc voilà, tant mieux s'il y a une grande réflexion qui se lance. Par contre, on ne peut pas se permettre que l'ambiguïté, la menace que ce décret ne soit pas supprimé, ou en tout cas, on va dire que les cotisations puissent augmenter, ne peut pas se poursuivre. Il faut vraiment une solution rapide pour couper l'anxiété qui parcourt le réseau et dont on ne peut pas se permettre qu'elle perdure. Merci. Merci beaucoup pour cette intervention au nom de l'Assemblée des Français de l'étranger. Eh bien, écoutez, nous arrivons au terme de cette table ronde qui, je crois, a été extrêmement riche puisque des éléments tout à fait précis, factuels ont été évoqués. Je crois que nous avons ainsi pu véritablement avancer sur ce sujet. Je rappelle la position du groupe d'études sur le statut, rôle et place des Français établis hors de France du Sénat, qui est la demande d'une étude d'impact du décret, notamment, enfin pas simplement sur les enseignants, le personnel d'encadrement, mais finalement bien au-delà, et ça a été rappelé aujourd'hui, sur les fonctionnaires détachés, également dans les autres ministères, la demande d'une cartographie du fait de la diversité, de l'immense diversité dans le réseau d'enseignement français à l'étranger. En effet, cet impact du décret aura des conséquences extrêmement diverses et donc cette cartographie est nécessaire. Par ailleurs, la demande qui a été formulée d'une concertation beaucoup plus large qui est engagée, finalement, nous avons déjà un début de réponse de la part de la Direction générale de la mondialisation au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères à partir du mois de septembre. Le groupe d'études sur les Français de l'étranger du Sénat y prendra toute sa part. Nous en discuterons au sein du bureau du groupe d'études afin notamment d'avoir un séminaire de réflexion et que le groupe d'études ainsi puisse apporter sa pierre à cette large réflexion dès la rentrée. En tout cas, permettez-moi à chacune et à chacun d'entre vous de vous adresser mes remerciements pour être soit présent ici aujourd'hui en présentiel au Sénat, soit à distance, dans des délais, des invitations parfois très courtes. C'est la raison pour laquelle mes remerciements sont tout à fait sincères. Et vous dire eh bien, à très bientôt pour effectivement que nous puissions avancer